Après la chute du mur de Berlin et la fin du communisme, l'Union européenne s'agrandit. Les pays de l'Est célèbrent leur adhésion. Leur rêve devient réalité. Sans équivoque et avec violence, ils ont affiché samedi leur opposition aux Roms. On ne peut pas les éradiquer tous, mais au moins faire un barrage des plus consistants pour freiner, ralentir cette invasion. Fanculo di tutti quelli che pensano che non esista il problema. Il problema esiste e non facciamo gli ipocriti. Côté ouest, la fête est plus amère. Cet élargissement rime avec migration. Et migration avec Rome. Des migrants roms qui viennent s'entasser dans des bidonvilles. Des gens qui ne s'intègrent visiblement pas, alors que l'Europe dépense des milliards d'euros pour leur intégration. 2008, 2010, 2014, les congrès s'enchaînent. La question Rome reste prioritaire. Que s'est-il passé depuis la chute du mur? Les Roms sont-ils des citoyens européens comme les autres? Une histoire européenne symptomatique de notre présent, de notre futur. Hogy mindannyian a tűzzel játszunk, és ha nem sikerül európai szinten egy roma stratégiát kialakítanunk, akkor a már letelepedett és bizonyos mértékig integrálódott roma közösségek Európában újra nomád életformát fognak választani, és ezáltal a probléma a mai országok, a mai érintett ország területéről más országok területére tevődik majd át. Sous la présidence hongroise, l'Europe adopte en 2011 la stratégie d'intégration des Roms. Le Premier ministre Viktor Orbán vient d'interpeller les pays membres sur le péril rome. Les Roms migreraient donc par nomadisme. À la veille de la réunion voulue par Nicolas Sarkozy sur les gens du voyage et les Roms, nous avons voulu en savoir plus sur ces communautés nomades. Le nomadisme est devenu quelque chose de quasiment impossible à vivre. On ne peut pas les intégrer dans une société du type comme la nôtre. Évidemment que nous avons des difficultés à les intégrer, puisqu'ils sont nomades. Total malentendu. Ah, qu'ils bougeaient, qu'ils avaient des métiers qui leur demandaient de bouger d'un endroit à l'autre, ça oui. Mais nomade, pas question depuis longtemps. Non, on n'est pas comme ça. On ne vit pas un jour ici, le lendemain ailleurs. Nous, on reste dans un endroit stable, aussi longtemps qu'on nous le permet. Regarde, on habite ici depuis 5 ans. Si on nous laisse, on reste. Si on nous expulse, on part. Si on fait des approximations, on se rend compte que le taux de départ parmi les Roms dans ces pays-là est tout à fait équivalent au taux de départ national. Donc, Ce sont des migrations, elles appartiennent, elles ne sont pas seules, aux migrations gréco-balkaniques, des chrétiens, qu'on appelle maintenant chrétiens d'Orient, qui sont pressés par la poussée musulmane à la fin du Moyen-Âge et qui sont contraints de migrer vers les États occidentaux en voie de formation. Alors, si vous prenez la France, les gens du voyage actuels sont des Français, excusez-moi du terme, de souche. Parce que leurs ancêtres sont au XVIe siècle déjà français. Ils appartiennent aux capitaineries de bohémiens attachés à la noblesse française. Si vous prenez les gitans d'Espagne, ce sont des populations donc qui repeuplent l'Espagne de la Reconquista, accueillis d'ailleurs par les princes, et ils sont là depuis le XVIe siècle. Les Zingari italiens aussi. Et les Roms d'Europe centrale sont en Europe centrale depuis au moins le XVIe siècle.
Opre Roma, debout les Roms, devient le credo de l'Union Romani internationale. L'URI avance. Elle obtient, dès 1979, un rôle consultatif auprès des Nations Unies et jouera un rôle déterminant auprès des institutions européennes. Les Roms sont reconnus comme la plus grande minorité ethnique transnationale du continent. Ils ont aujourd'hui un hymne, un drapeau et une journée internationale. Mais une nation sans territoire peut-elle faire entendre sa voix sur la scène européenne? Et localement, les 10 millions de Roms soutiennent-ils cette initiative politique? Pour une partie des Roms, ils se voient mal dans une identité, dans une unité qu'ils ne partagent pas. Donc, dès maintenant, vous n'êtes plus Calderar, vous êtes des Roms de l'Europe. Ça veut dire? Si l'on demande aux Gitans, que pensez-vous du congrès de 1971? Quel congrès? De quoi tu parles? Il y a eu un congrès? Oui, ils ont décidé du drapeau. Et qui a décidé pour moi? Mon problème avec le congrès de 1971, c'est d'abord son manque de démocratie. La construction d'une catégorie ethnique unifiée sous la rubrique Rome pose un problème. Il n'y a aucune raison que les Gitans, qui sont espagnols depuis le XVIe siècle, se considèrent de la même façon que des Roms d'Europe centrale. En fait, Rome est un terme politique que j'utilise, mais que seuls les Roms des Balkans et d'Europe de l'Est utilisent. Pas les Manouches, ni les Sinti, ni les Gitans, ni beaucoup d'autres communautés. Ils ne disent jamais Rome. Et d'ailleurs, il n'y a pratiquement pas de contact entre les Roms dits migrants, enfin les Roms roumains, et les gens du voyage. Ça, ce sont deux mondes totalement étanches qui, fondamentalement, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. J'habite à Montpellier depuis 6 ou 7 ans, mais je suis en France depuis plus de 12 ans, je ne sais pas moi combien, j'ai même oublié. Mais je n'ai pas rencontré un Tzigane français. Les stéréotypes sont tellement monstrueux que moi-même, en tant que Rom d'Espagne, j'avais des préjugés sur les Roms venant d'autres pays. Parce que ce que l'on voit, ce que les médias nous disent, c'est voilà la réalité, ils sont différents. On voit le Rom de Roumanie qui mendie avec un enfant. On voit le pire, vraiment. Alors toi-même, en tant que Rom d'Espagne, tu te poses deux questions. Premièrement, si ça passe à la télé, ça doit être vrai. Et deuxièmement, avec la mauvaise image qu'on a, on ne veut pas qu'on nous associe aux Roms de Roumanie, parce qu'on va être perdant. La famille de Cristina vit à Deva, petite ville de Transylvanie à la frontière hongroise. En Roumanie, près de 3,5 millions de personnes ont choisi d'émigrer depuis la chute du mur. Le pays a perdu près de 15% de sa population. Le centre-ville de Deva transpire encore son passé communiste et les exploits de la plus célèbre de ses gymnastes. La famille de Cristina, elle, vit à la sortie de la ville sur la colline qui surplombe le cimetière. « 80% des gens de ce quartier sont partis en France. France, Italie, Allemagne, partout il y a du travail. C'est pas par plaisir. Personne ne quitte le pays par plaisir. » C'est ma belle-sœur Christina. Et on était en France avec elle. Mais le moment qu'il faut que j'aille des papiers pour les enfants, je suis venue en Roumanie. C'était mieux en France. Quand j'ai allé demander du travail, ils me disaient « t'as la carte de séjour ?» J'ai dit « j'ai pas la carte de séjour, je peux pas travailler. Sans carte de séjour, t'as pas le droit de travailler. » Mais en noir, oui. J'ai travaillé beaucoup dans les marchés, dans les
chez des femmes handicapées, pour les enfants. Je faisais beaucoup de choses. Sur le marché de Deva, Moussa, le mari de Lenuta, vend des objets majoritairement trouvés dans les poubelles françaises. Système D, petit boulot, recyclage. Rien à voir avec une prétendue spécificité culturelle rome. Je travaille. Dans le bâtiment, à la journée. Quand ça tombe, c'est pas tout le temps. Quand ils ont besoin de moi, j'y vais. C'est comme ça ici. Il n'y a plus d'usine où travailler. Elles ont toutes fermé. Sous le communisme, la grande majorité de la population avait un travail garanti. Si dans un village il y avait plusieurs familles, toutes étaient employées par les fermes collectives. Que vous ayez besoin de 50 treilleuses ou pas, la ferme employait 50 treilleuses. Dès l'instant où les lois du marché ont été introduites en Europe de l'Est, un grand nombre d'emplois que les Roms occupaient traditionnellement ont disparu du jour au lendemain. La plupart des Roms avaient des emplois non qualifiés. Ils travaillaient pendant 10, 15, 20 ans sans aucune qualification. Donc quand ils ont été licenciés, impossible pour eux de trouver un nouveau travail. Certains sont restés en Roumanie, d'autres ont quitté la Roumanie. Et lentement, l'écart avec le reste de la société s'est creusé. J'étais ouvrier non qualifié. Regardez, tous les postes que j'ai occupés, toutes ces années, presque 40 ans. Mais comment faire aujourd'hui? Personne ne travaille, même si on veut. J'ai 5 garçons et aucun ne travaille. Ils ont les aides sociales, c'est tout. Il n'y a pas que les Roms qui ont souffert de la chute du communisme. Tous les travailleurs manuels sans qualification de toute l'Europe de l'Est ont perdu leur place. En ce sens, la chute du communisme a été pour toutes ces personnes un désastre. C'est intéressant la façon dont la plupart des Roumains perçoivent le communisme aujourd'hui. 50% voteraient pour Ceausescu s'il était candidat à la présidence demain. C'est ce que disent les études. C'est la réalité. S'il n'y avait pas eu le communisme, je ne serais pas là en train de vous parler. C'est une évidence. Sans le communisme, mon père n'aurait pas pu aller à l'école parce qu'il était pauvre. Pas parce qu'il était rome, mais parce qu'il était pauvre. Tout le monde avait un travail, donc tout le monde avait à manger. Tout le monde avait un logement en Roumanie. Il n'y avait pas de sans-abri. Bon, la façon dont tout ça a été mis en œuvre, c'est un autre débat. Tout le monde avait accès à la santé, aux mêmes ressources. La discrimination institutionnalisée avait disparu de Roumanie. La nostalgie d'une société plus égalitaire ne doit pas éclipser le totalitarisme de Ceausescu. À la vague d'espoir suscitée par le changement de régime succède une réalité économique violente. Les prix flambent, les emplois disparaissent, le pouvoir d'achat diminue de moitié. Dans ce contexte social difficile, des conflits locaux opposent minorités roms et population majoritaire. Les droits de l'homme s'invitent dans le processus d'adhésion à l'Union européenne.
avec les critères de Copenhague de 1993, où on disait très clairement que pour devenir membre de l'Union européenne, voilà les critères de droits de l'homme, de respect de la démocratie, de l'indépendance de la justice, etc., qu'il fallait observer. Et un des critères qui était très haut sur le devant de la scène étant la non-discrimination des citoyens et aussi la non-discrimination des personnes qui viennent d'une ethnie minoritaire. Avec le recul, je pense qu'il est juste de dire que l'Union européenne a eu une influence énorme, à la fois involontaire et évidente, dans l'élaboration des politiques spécifiques menées à l'égard des Roms en Europe de l'Est. Faire quelque chose pour les Roms, c'était pour les États une façon de montrer qu'ils étaient de bons candidats à l'Union européenne. C'était la première fois que les Roms étaient inclus dans des documents européens, en tant que minorité ou ethnie transnationale. Et on a demandé à être traités comme les autres. Et le premier pays à le faire a été la Hongrie en 1993. Le Parlement a adopté la loi sur les minorités, dans laquelle les Roms étaient inclus. Les Roms deviennent le véritable baromètre de la démocratie. En Roumanie cohabitent une vingtaine de minorités. Depuis le démantèlement de l'Empire austro-hongrois, 1 200 000 Hongrois devenus roumains y vivent. Forte de sa loi sur les minorités, la Hongrie s'adresse clairement à la Roumanie. Ce que les Hongrois voulaient dire, c'est « Regardez ce que nous faisons avec notre minorité rome. Vous devriez en faire de même avec votre minorité hongroise. Vous devriez les autoriser à avoir leur propre parlement. Vous devriez financer leurs organisations locales, comme nous le faisons avec notre principale minorité, les Roms. » C'était une manipulation politique assez cynique. En Roumanie, sous la pression européenne, une première institution dédiée aux Roms voit le jour en 1997. Les minorités sont représentées à la Chambre des députés dès les premières élections de 1990. Mais le seul de ces partis qui a le poids d'influer sur la politique nationale, c'est le parti de la minorité hongroise, pas celui des Roms. Le terme Rome en lui-même. Le mot Rome, en fait tzigane, est davantage perçu comme un groupe social qu'ethnique. Même les Roms veulent y échapper. Votez pour moi parce que je suis Rome. Et alors? Ce n'est pas un argument. Chaque fois qu'on réactive en Europe la volonté de transformer la diversité culturelle en un instrument politique, on détruit les minorités les plus faibles au profit des minorités les plus puissantes. Réformes institutionnelles, droits des minorités, lutte contre la corruption, démocratie et économie de marché. L'Europe s'agrandit. L'Europe des 25, l'Europe des 27. Pour les Roms, l'Union européenne participe au financement de projets censés favoriser leur intégration dans leur pays d'origine. Tout ça est financé par les budgets régionaux. Et puis le Fonds social qui aide surtout les populations démunies, et dont les Roms, parce que c'est une des populations les plus démunies qu'on ait en Europe. Donc indirectement, tous ces fonds ont été massivement investis dans la population rome sans qu'ils soient destinés seulement à la population rome. La majorité de ce programme était au niveau du peuple rome, des problèmes génériques des Roms, et voulait aider dans des situations concrètes particulières. Beaucoup de projets étaient rédigés dans des bureaux, sans contact avec les réalités sociales sur le terrain. Ils étaient écrits par des gens qui savaient comment écrire des projets, mais qui n'avaient aucune idée de la réalité sociale, de leur réalité sociale. Je trouve absurde d'avoir deux enfants de la même communauté, un Rome et un non-Rome,
et de n'aider que le Rome parce qu'il est Rome et que c'est dans les indicateurs. Ici, c'est écrit Rome et je coche la case Rome. C'est une aberration que j'ai vue en Bulgarie, où ils distribuaient des sandwichs aux enfants roms et pas aux enfants bulgares, alors qu'ils étaient dans la même situation économique. Bien évidemment que ça cristallise et ça réethnicise là aussi des oppositions et des conflits locaux. Mais ils étaient marginalisés. Ils étaient marginalisés partout. Ils étaient partout mis dans le coin. Et le problème de l'éducation, c'est celui par lequel j'ai commencé. Je me rappelle encore avoir discuté pour un projet spécifique où on avait installé à l'école des douches pour que quand ces enfants venaient, ils faisaient des kilomètres et des kilomètres dans la boue, parfois pour pouvoir aller à l'école. Et bien sûr, s'ils se mettaient tout sales sur le banc de l'école, tous les autres protestaient. Donc on avait spécialement installé des douches pour que ces enfants puissent prendre une douche avant d'aller à l'école. Vous pouvez dire, oui, on a discriminé parce qu'on leur a construit une douche. Mais vous voyez pourquoi on a construit une douche ? Il y a aussi des enfants non roms qui marchent 1 ou 2 kilomètres pour aller à l'école et qui ont besoin d'une douche. Tant que c'est pour tout le monde, ça va. Mais si c'est écrit sur la porte, réservé aux Roms, alors là c'est clair, il y a un problème. C'est un problème sérieux. Il ne s'agit pas d'un problème ethnique. Les Roms ne sont pas pauvres parce qu'ils sont Roms. Même s'il y a une raison historique à leur discrimination, leur exclusion, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un problème ethnique. On a juste pris l'habitude de les traiter comme ça. Ça fait partie du système. Et beaucoup de Roumains pauvres sont mis dans le même sac que les Roms pauvres. Au sud de Bucarest, Ferencváros. Ce quartier est baptisé Ghetto Rome, même s'il n'y a pas que des Roms qui y vivent. Leur point commun n'est pas ethnique, mais économique. Qui dit pauvre, dit Rome. J'étais obligée de déménager ici. J'avais nulle part où aller, alors j'ai accepté. Les conditions de vie, c'est ce que vous voyez. J'ai pas d'eau courante. J'ai pas travaillé depuis 1 an. Et quand vous allez à un entretien et que vous dites que vous venez de Ferencváros, ils répondent tout ce qu'ils vont vous rappeler. Vous attendez quelques jours, mais personne ne vous rappelle à cause de Ferencváros. En plus, les gens pensent qu'il n'y a que les tziganes qui ont beaucoup d'enfants. Et entre mon jeune âge et mes enfants, ils me prennent pour une tzigane. J'habite à Bucarest depuis 25 ans, depuis la Révolution. C'est très dur parce qu'ici, la majorité des gens ne nettoient rien. Ce qui m'attriste le plus dans le quartier, c'est qu'ils jettent les poubelles partout. Je travaille à l'école. Ça fait 5 ans. Si je suis honnête, je n'ai pas d'ethnie. Les tziganes de ma communauté ne vivent pas dans des tentes. Je ne fais pas partie de ces tziganes, de ces Roms. Beaucoup de gens ne savaient pas que j'étais tzigane ou que je venais de Moldavie, parce que je n'ai pas d'accent. Ni tzigane, ni moldave. En travaillant avec moi, ils ont appris à me respecter et à m'aimer pour ce que je suis. Ils m'ont même dit, pour nous, tu n'es pas une tzigane. L'Union européenne exige aujourd'hui des statistiques. Combien de Roms ont bénéficié de tels programmes? Quel pourcentage d'enfants roms sont scolarisés? Elle ne stigmatise pas,
Mais dans ses rapports, la Commission européenne pointe les actions ciblant exclusivement les Roms. Difficile, avec ces directives, de ne pas ramener l'appartenance ethnique au premier plan. En Hongrie, une ville fait parler d'elle, Miskolc. Après Budapest, c'est la ville qui compte le plus de Roms. Le maire est du Fidesz, le parti du Premier ministre Viktor Orban. Il a été élu avec un programme sans équivoque, éradiquer le ghetto rome. Le projet initial de la municipalité prévoyait d'indemniser les Roms expulsés, à une seule condition, qu'ils s'engagent à quitter la ville. Sous la pression internationale, la Cour suprême hongroise a invalidé le décret de Miskolc. Les Roms ne sont plus tenus de quitter la ville. Mais les expulsions, elles, se poursuivent. Quand il y a des élections locales, on voit le nombre d'expulsions augmenter. C'est clairement lié à un cycle politique et électoral où les dirigeants politiques locaux veulent montrer qu'ils sont durs, qu'ils sont prêts à tenir tête à la criminalité, qu'il faut respecter la loi, l'ordre, etc. Et les Roms sont une cible facile. Nous, au niveau culturel et historique, on est considérés comme des sauvages dans ce pays. On est considérés comme des étrangers. Et à partir de ce moment-là, la ségrégation des Roms est tout à fait naturelle pour la société. Et ça ne pose pas de problème psychologique, ni aucun conflit moral à personne. C'est une ville très intéressante là où nous sommes, car c'était le haut lieu du socialisme. Et effectivement, elle a connu des périodes dans les années 60-70 où il aurait semblé que Roms et non-Roms pouvaient vivre ensemble paisiblement. J'ai grandi ici. Mon père était ouvrier. Il était d'abord un prolétaire pour eux et ensuite un Rom. Il était respecté en tant que Rom car c'était un bon ouvrier. Ce qui est atroce dans cette histoire, et c'est le cas pour la plupart des familles roms, c'est que lorsque la Hongrie a connu ce changement de régime, mes deux parents ont été licenciés en même temps. À la fin du communisme, comme ailleurs, les usines de Miskolc ferment. Le lotissement ouvrier qui jouxtait l'usine est laissé à l'abandon par les autorités locales. Sans eau courante, ni tout à l'égout, ce quartier est devenu un ghetto rom. Je vais vous dire, moi, le bureau des logements, il détruit les maisons uniquement pour pouvoir expulser les Roms le plus vite possible. Moi, je n'ai aucune dette. Et pourtant, une fois mon bail expiré, il ne sera pas renouvelé. Et j'ai déjà reçu le courrier. Si je ne quitte pas le logement, on va porter plainte contre moi et m'expulser. Où je vais aller? On n'en peut plus de ce qui se passe ici. Beaucoup de familles sont expulsées et les enfants sont retirés à leur famille et placés en institution. Alors, si on nous retire les enfants, Et au cœur de l'Europe, on déporte les gens. L'unique raison de les déposséder de leur logement, c'est qu'ils sont nés roms dans un ghetto rom. Alors que l'Union européenne envoie des milliards d'euros pour la Hongrie et plusieurs centaines de millions d'euros à Miskolc. Et on parle des beaux principes de l'Europe, de l'Union européenne, de la discrimination positive. Mais la réalité, c'est que ces personnes vivent dans la misère totale, sous une oppression raciale, dans un système d'apartheid. Dans ce ghetto, les Tziganes meurent 20 ans plus tôt que les non-Tziganes. Et ils meurent 20 ans plus tôt parce qu'il n'y a rien à manger, parce qu'il n'y a pas d'argent pour les médicaments, parce qu'il n'y a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Et souvent, ils habitent des endroits où les pompiers ne veulent pas aller, car ils pensent que ce sont des sauvages qui habitent là. Miskolc est un cas parmi beaucoup d'autres cas en Europe,
où les Roms sont systématiquement discriminés avec des expulsions, des menaces d'expulsion et, plus fondamentalement, la tentative de les exclure de la société locale. C'est comme ça qu'environ 50 familles sont parties au Canada uniquement pour ce quartier, et 3 à 4 fois plus dans toute la ville. 150 à 200 familles sont parties, ce qui représente à peu près 1000 personnes. Les Roms hongrois sont nombreux à demander le statut de réfugiés politiques. Mais comme ce sont des Européens, aucun pays de l'Union ne peut accéder à leur demande. Accepter serait reconnaître implicitement le dysfonctionnement de la Hongrie. Résultat, les Roms hongrois quittent l'Europe et migrent vers le Canada, aux grandes dames de Viktor Orbán. Sőt, amikor az a roma kisebbség egy része Kanada felé megy, akkor inkább azt akarjuk világossá tenni, hogy szeretnénk, ha maradnának, és rendeznénk a velük való együttélés nagy kérdését, hogy maradhassanak. Belle hypocrisie. Viktor Orbán a décoré en 2016 Zsolt Bayer. Ce proche et cofondateur du Fidesz n'hésite pas à comparer les Roms à des animaux. Le voilà désormais chevalier de l'ordre du mérite. La Hongrie, en 1993, était présentée comme l'exemple, le modèle absolu de ce que devait devenir l'Europe. Elle avait créé une constitution qui reposait sur le tout minoritaire, dans lequel d'ailleurs les Roms avaient trouvé leur place et avaient droit à des représentations. En 2004, lorsque la Hongrie adhère à l'Union européenne, le pays compte 1 millier de ses représentations. Ces autogouvernances sont censées protéger et donner plus de pouvoir aux Roms. A miskolci roma önkormányzat nem adta el magát, ahogy te képzeled, Aladár. Ti vagytok kiszolgáltatott helyzetben. Szomorúan kell tudomásul venni, hogy a Gábor rászorul a polgármesterre, hogy kapjon egy önkormányzati lakásszerződést. Hát egy szegény ember, aki egy önkormányzati bérlakásban lakik. Érteni ezt. Lors de cette réunion, on mesure toute la perversité du système. De nombreux élus de ces autogouvernances, comme la plupart des personnes de la même catégorie sociale, vivent dans des appartements gérés par la ville. Les autogouvernances roms en sont réduites à traiter les affaires courantes dont les municipalités ne veulent pas s'occuper. Les Roms se retrouvent ainsi coupés administrativement du reste de la population hongroise. Et pour les sans-emploi, les points de rencontre avec les non-Roms se font de plus en plus rares. Avec le système d'autogouvernance, on a ghettoisé les affaires roms. L'État donne un peu d'argent et confie la distribution au chef de la tribu. Chez nous, ce chef s'appelle Florian Farkas. Et il y a des scandales énormes, car tout le système est basé sur la corruption. En 1998, Florian Farkas, responsable du Lungodrom, principal parti rom hongrois, s'allie au Fidesz. Le monsieur rom du gouvernement Orbán se retrouve embourbé depuis 2015 dans un scandale de détournement de fonds européens. L'Europe n'est pas la seule à intervenir sur le dossier Rome. L'autre acteur important se nomme George Soros. Many Roma families and communities live in subhuman conditions. Le milliardaire philanthrope américain d'origine hongroise est présent en Europe de l'Est depuis la chute du mur. Avec sa fondation, l'Open Society, il se bat pour une société ouverte, démocratique, dont les droits des Roms. George Soros adhère lui aussi à cette vision d'un peuple rom. Tout ça constitue quand même un cadre de pensée qu'on appelle le néolibéralisme, assez cohérent et qui fonctionne assez bien avec des causes telles que la question des Roms, où il y a un système qui fonctionne bien finalement, même très très bien. Il se trouve qu'il y a des exclus, mais avec des petits coups de pouce, ces exclus pourraient rentrer à l'intérieur du cercle vertueux de l'inclusion.
Sauf que de fait, non, c'est la manière dont fonctionnent les sociétés, et notamment leur organisation socio-économique, et les choix politiques qui sont faits dans cette organisation socio-économique, qui produisent des exclus. Le problème, c'est que quand on quitte le registre de l'appartenance ethnique ou culturelle, eh ben, on se rend compte que ces programmes-là devraient concerner un peu plus de gens. The situation of the Roma is worse as, in the member states today than it was under the communist regime. This is a hard fact to accept, hard to cope with, but that is the case. C'est ce constat qui a poussé George Soros à lancer la décennie pour l'inclusion des Roms. L'Union européenne a soutenu l'initiative et l'a accompagnée financièrement. Les représentants de 8 pays d'Europe de l'Est, dont la Hongrie, la République tchèque ou encore la Slovaquie et la Roumanie, se sont engagés à travailler pour, je cite, combler l'abîme inacceptable qui sépare les Roms du reste de la population. La question que l'Open Society et la Banque mondiale ont posée était comment rendre les États responsables des Roms comme ils le sont avec les non-Roms. En 2005, la décennie a commencé. Chaque gouvernement a préparé son plan d'action et s'est engagé à le suivre jusqu'en 2015. La décennie pour l'inclusion des Roms s'est terminée en 2015. Et nous pouvons en tirer un bilan. À une époque, tout le monde disait « la décennie, la décennie ». Aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Pourquoi? Parce que personne ne veut parler des raisons de l'échec. Quand on tire la ligne pour voir où on est avec tout cet investissement, on ne voit pas les changements dans la communauté, mais on voit beaucoup d'argent investi. Il y a quelque part un black hole. On ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté et où c'est arrêté. Et on voit seulement quelques conférences, quelques rapports, quelques publications, et d'où cette sensation qu'évidemment des millions et des centaines de millions d'euros, ils sont partis que dans la recherche, des publications et dans des conférences. Et bien évidemment, le reste de la population se demande pourquoi rien ne change. Et c'est là que les préjugés interviennent. Ce sont les Roms qu'on accuse de l'échec de ces programmes. Ils sont responsables parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils sont pauvres. J'aurais pu être pauvre, mais je m'en suis sorti. Voilà ce qu'on entend à la télé et ailleurs. Mais l'argent n'arrive jamais là où il est censé aller. Au lieu d'améliorer l'habitat, on construit peut-être un centre commercial à la place. Au lieu de rénover l'infrastructure dans le quartier où les Roms habitent, ou alors de démarrer des projets d'intégration, on utilise l'argent pour autre chose. C'est justement grâce aux Roms que beaucoup de villes ont été rénovées. La ville de Kladno en est un exemple flagrant. Il y avait un quartier avec un centre d'hébergement où vivaient des Roms. Au-dessous, il y avait une cité. Et le maire s'est inscrit pour obtenir une subvention des fonds européens. Et il a déclaré tout le quartier socialement exclu. Tout le quartier a donc été rénové, mais le centre d'hébergement, lui, est resté dans le même état, avec les mêmes tziganes. On a distribué tellement de milliards, on continue à distribuer tellement de milliards pour la question Rome, et pas seulement en République tchèque, mais dans toute l'Europe. Où sont les résultats? On avait à disposition sur une période de 10 ans, environ 24,5 milliards d'euros, dont beaucoup sont allés vers ces populations dans le vrai besoin, dont les Roms. Comment peuvent-ils gaspiller ou investir autant d'argent quand tout mon voisinage n'a jamais reçu d'aide? Zéro lei. Rien. Il y a besoin de visites sur le terrain. Il y a besoin d'évaluation. Ce n'est pas possible de donner de l'argent à des projets dont on ne connaît pas du tout l'efficacité. Mais ce qu'il faut aussi, c'est une volonté politique et des gens honnêtes. Nos politiciens n'étaient souvent pas à l'initiative de ces politiques, alors ils ne se sentaient pas vraiment concernés.
C'est un vrai problème. Nous voyons qu'à la fin, oui, il y a un problème structurel parce que beaucoup de ces populations ne sont toujours pas sorties de la misère. Des problèmes structurels. Car même si les difficultés se ressemblent, les raisons changent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Mais une chose est certaine, la situation des plus précaires, des exclus, a continué à se dégrader. Et malgré son échec patent, la décennie pour l'inclusion des Roms a très largement inspiré les politiques mises en œuvre actuellement par l'Union européenne. Le principe est le même. Faire en sorte que chaque État membre développe sa propre stratégie et s'engage à régler le problème Rom. Il n'y a pas d'autre groupe qui a ce genre de politique. Le thème principal de cette stratégie concerne les questions sociales, l'éducation, l'habitat, le marché du travail et la santé. J'aimerais y ajouter une chose. Comment lutter contre l'anti-tsiganisme? Ce qui veut dire qu'il faut agir sur la collectivité. C'est là où il faut vraiment travailler, parce que les générations des enfants qui vont à l'école et qui écoutent la même chose, qui quittent l'école avec la même perception que les Roms sont les méchants, seront les adultes de demain, et on aura des générations et des générations qui sont formées finalement au même stéréotype du Rom. Hey, t'assieds pas à côté du Rom. Parce qu'il est mauvais, il est sale, peu importe. Les gens finissent par le croire. Donc je pense que c'est un problème primordial à résoudre en formant les éducateurs à ne pas discriminer. Les instituteurs choisissent d'orienter les enfants dans des écoles dites spéciales en fonction de leurs préjugés. La police n'intervient pas lorsqu'un Rom est agressé à cause de leurs préjugés. Les travailleurs sociaux n'aident pas les Roms à trouver du travail à cause du préjugé selon lequel les Roms ne veulent pas travailler. Ce n'est pas un phénomène social. C'est avant tout un manque de volonté politique. Il y a une chose frappante. En Pologne, les enfants roms sont nettement moins bien instruits que les autres enfants. Dans les communautés roms qui ont migré vers l'Angleterre au début des années 90, leurs enfants ont fini avec le même niveau scolaire que les enfants des ouvriers anglais. En partie parce que les écoles anglaises ne savaient pas qu'ils étaient roms. Elles les prenaient pour des Polonais et n'avaient donc aucun a priori négatif. Quand on parle de racisme structurel, la République tchèque en est un parfait exemple. Elle a été condamnée en 2007 par la Cour européenne des droits de l'homme pour discrimination scolaire. Déjà en 1993, lors de la partition de la Tchécoslovaquie, la République tchèque a promulgué une loi sur la citoyenneté qui a rendu apatrides des dizaines de milliers de Roms d'origine slovaque, dans le seul but de les faire retourner en Slovaquie. Au milieu des années 60, la Tchécoslovaquie déplace des villages entiers de Roms slovaques en Bohème tchèque pour remédier à un déficit de main-d'œuvre. C'est précisément le moment où le régime tchécoslovaque décide de scolariser ses enfants roms dans des écoles pour déficients mentaux. En 2007, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme condamne la République tchèque, plus d'un quart des enfants roms sont encore scolarisés dans ces écoles dites spéciales. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'après la chute du communisme, le nombre de ces écoles n'a pas diminué. Les directeurs, les enseignants ont essayé d'obtenir des fonds européens après leur adhésion pour avoir des écoles mieux équipées, mieux adaptées aux besoins des enfants. Et c'est vrai que l'école de Kolín, à 1 heure de Prague, est séduisante. Petits effectifs, salles spacieuses, matériel à profusion. En 2014, la Commission européenne introduit à son tour une procédure d'infraction à l'encontre de la République tchèque. L'Europe a participé au financement de ce contre quoi elle se bat.
Très souvent, je vois des gouvernements et aussi l'Union européenne dépenser de l'argent en dépit des droits de l'homme. Je vois cet argent soutenir la ségrégation scolaire, soutenir la ségrégation urbaine, soutenir des institutions pour personnes déficientes, alors que ces institutions ne devraient pas exister. Ce que font les Tchèques, c'est créer pour le reste de l'Europe un problème pour lequel nous allons tous devoir payer. Je ne sais pas sur quelle base ils affirment cela. Ces opinions-là me désolent énormément. Tous les enfants qui sont dans notre école ont un handicap mental. Il ne peut pas y avoir un enfant qui soit ici sans handicap. Tous les enfants ont passé un examen pédagogique spécial avec un pédagogue spécialisé et un psychologue. J'ose dire qu'à l'école primaire commune, ils seraient isolés. Avec toutes ces séries de tests de QI et de tests d'aptitude scandaleusement mal utilisés, la République tchèque continue de considérer les enfants roms comme inéducables dans le système scolaire normal. Le financement de ces écoles pratiques est lié au nombre d'élèves inscrits. Donc les écoles s'efforcent d'avoir le plus d'élèves possible. En République tchèque, l'école maternelle n'est pas obligatoire et le nombre de places y est limité. La priorité est donc donnée aux enfants dont les parents ont un emploi, ce qui est rarement le cas des exclus. Et les tests à l'entrée de l'école primaire permettent d'entretenir facilement cette ségrégation. Je voudrais voir l'Union européenne faire respecter ses propres règles plus vigoureusement. Elle a le pouvoir d'amener les États devant sa Cour de justice et d'imposer des amendes très importantes. Ce pouvoir n'est, à mon avis, pas assez utilisé. Le système scolaire est entre les mains, entre la responsabilité nationale. L'Europe ne peut pas intervenir là-dessus. Je ne suis pas d'accord. La discrimination n'est pas une prérogative nationale. L'antidiscrimination est l'un des rares domaines en matière des droits de l'homme sur lequel l'Union européenne peut vraiment agir. Vous avez toute une série de directives interdisant la discrimination sur la base de la race et de l'origine ethnique. Elle peut les faire respecter si elle le veut. Quand le sujet était la corruption en Bulgarie, on a décidé d'agir en imposant des sanctions économiques. Mais lorsqu'il s'agit des droits de l'homme, la volonté n'est pas la même. Je peux comprendre les parents qui mettent leurs enfants dans ces écoles. C'est plus facile. Il y a plus de Roms, il y a les copains, il y a le frère, la cousine, donc ils sont tous ensemble. Mais en fait, les parents n'aident pas leurs enfants. No, vidíš, my čekáme, jak to přečteš. Tak, je to informovaný souhlas, mladá paní, o tom, že jsem vám řekla, jak probíhá to vzdělávání podle téhleté přílohy vzdělávacího programu. Až uplyne spousta let a Gábinka vlastně bude v 9. třídě, tak se potom ještě může jít učit na další obory. A žádám o přijetí dcery, takže Gábiny Grigušové. Heureusement, moi, je suis allé à l'école primaire normale. Mais ma sœur, qui avait 5 ans de plus que moi, a eu des problèmes au premier semestre en CP. À ce moment-là, l'enseignante a dit à mes parents de mettre ma sœur dans une école spéciale et qu'elle pourrait revenir l'année suivante. Mais elle n'est jamais revenue. Et ça a eu des répercussions sur toute sa vie. Je právě poledne a ČT24 vám teď nabízí zprávy. Vítejte. Un Rome sur le petit écran de la télévision tchèque. Un Rome, ni activiste, ni exclu. Je travaille dans les médias, donc au moins une fois par jour, il faut faire un reportage. Pour ça, il est important d'avoir des contacts dans les milieux que vous voulez fréquenter. Ces contacts, ce sont des gadgets.
des non-roms. Et eux, ils me font confiance. C'est la même chose avec mes collègues de travail. Jamais mes collègues ne m'ont fait ressentir que parce que j'étais tzigane, je n'étais pas capable de faire une chose. Jamais. En 16 ans de carrière, je n'ai jamais vécu cela. Au contraire. Très souvent, les Roms qui ont réussi cessent d'être considérés comme des Roms. L'entourage commence à les percevoir à travers leur profession comme des voisins. Ils ne les voient plus comme des Roms. Moi, souvent, quand je dis que je suis Rom, on me répond « Non, tu n'es pas Rom. » Si, je suis Rom. Tu as fait des études, tu ne peux pas être zigane. C'est simple. Ma mère est coiffeuse. Elle n'existe pas dans les statistiques. C'est parce qu'elle, son travail, sa vie, sont banales. Donc les Roms, on ne les voit que quand ils correspondent aux stéréotypes, soit parce qu'ils sont trop pauvres, qui vivent en bidonville, ici ou là-bas, etc., soit quand ils sont trop riches. Donc là, ce sont des mafieux qui se sont enrichis de manière illégitime. Mais la majorité, la grande majorité des gens dans l'intervalle, qui ne sont ni trop pauvres ni trop riches, qui sont moyens, plus ou moins moyens, ça dépend, ces gens-là demeurent invisibles au regard lointain, bien évidemment. Et donc, ne pas rendre compte de leur existence, pourtant majoritaire, c'est permettre la reproduction, là encore, des stéréotypes et des images toutes faites. Les Roms, pour l'Union européenne, font toujours partie de la politique d'inclusion sociale. Et les Roms sont une des catégories marginalisées, défavorisées. Certains responsables roms ou intellectuels, moi y compris, nous sommes en désaccord avec ce genre de politique et d'approche. En établissant ce lien mécanique entre l'identité ethnique et les phénomènes d'exclusion et de discrimination, de fait, on induit, on permet d'induire que les gens sont responsables, même à leur corps défendant, mais sont responsables de leur situation. Finalement, la difficulté que les Roms ont aujourd'hui de sortir de ce cercle vicieux dans lequel ils sont mis par les autres, c'est exactement le fait qu'on ne les écoute pas et qu'ils ne sont pas eux-mêmes ceux qui font la narrative sur eux-mêmes. Ils n'écrivent pas leur histoire, ils ne se représentent pas, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. On leur donne une identité, on a créé une identité, on s'imagine qu'ils sont comme ça parce qu'on a toutes ces mythes autour d'eux et on continue à promouvoir ça. J'envie les Sinti allemands. Je n'envie pas les Manouches parce que ils sont pas bien non plus en France. Mais j'envie les Sinti. Ils peuvent parler, ils ont une voix. Des gens comme Romani Rose. Il y a eu un mouvement pour les droits civils en Allemagne dans les années 70-80. Des gens se sont battus. Nous n'avons rien eu de pareil en Espagne. Hungerstreik beendet. Genau eine Woche nach Beginn ihrer aufsehenerregenden Demonstration haben am Abend 11 Zigeuner auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau die Aktion beendet. Sind wir damit nicht zufrieden, dass das Innenministerium die Ungerechtigkeit der Landfahrerzentrale nicht zugibt? Drittens, Romani Rose a gagné son combat pour la reconnaissance du génocide tzigane qui sera effective en 1982. Sa dernière victoire remonte à 2016. La Cour de cassation allemande a mis 60 ans pour se détacher d'un décret qui précisait que les communautés tziganes, terminologie de l'époque, sont d'expérience enclines à la délinquance, en particulier au vol et à l'escroquerie. La Cour de cassation s'était servie des arguments des nazis pour la déportation, puis l'extermination, et les a utilisés dans ce procès, en 1956, pour refuser de dédommager les familles. 60 ans. 60 ans pour reconnaître que ces préjugés étaient une honte pour l'Allemagne. Toujours à propos de préjugés, plus récemment en Suède, la police de Lund a constitué un fichier répertoriant plus de 4000 Roms. L'affaire a fait grand bruit. L'État suédois a été condamné en 2016. Dagens Nyheters granskning visar att en 2-årig pojke i Linköping och hans 4-åriga syster finns i registret. Enligt Dagens Nyheter kan registret som kallas kringresande liknas vid ett släktträd där personnummer och adress kombineras med pilar som ska visa släktbanden. Jag själv
J'étais fichée dans ces archives. Mes enfants, mes petits-enfants. Je n'ai jamais eu affaire à la police. Jamais été interrogée pour quoi que ce soit. Mais je figurais dans ces fichiers. Je n'ai pas été surprise quand ça a été révélé. La Suède tient des registres depuis très longtemps. Par exemple, quand ma fille est née en 1978 et qu'on l'a fait baptiser, sur l'attestation de son baptême, c'est marqué Tzigane. Pourquoi? Dans les dossiers médicaux de ma mère, il y avait marqué un Z. Pourquoi? En Hongrie, le Jobbik, le parti d'extrême droite, vole de succès en victoire. Crise économique, ségrégation, petits arrangements avec l'histoire. Aujourd'hui, le Jobbik est la deuxième force politique du pays. Ki kell mondani, hogy aki nem akar beilleszkedni, meg nem akar olyan körülmények között élni, mint a normális dolgozó magyar emberek, annak fel is út, le is út. Ennyire egyszerű. És hogyha nem értik meg, akkor bele kell verni a fejükbe, ha nem értik meg. A Jobbik szegregálni akar. A Jobbik szét akar választani tisztességes és tisztességtelent. Mert szét kell választani. Szét kell választani az építő embert és a romboló embert Magyarországon. Les principaux soutiens du Jobbik en Hongrie font partie des grands perdants de la transition économique. Tous ceux qui sont inquiets pour le futur. Et c'est facile de jouer sur cette anxiété, en particulier sur la criminalité tzigane. Par exemple, dans les sondages, ils demandent souvent « Pensez-vous que les Roms ont une tendance génétique à la criminalité ?» Et la majorité des gens répond « Oui ». Sous le communisme, il y avait cette catégorie « criminalité tzigane ». C'était déjà dans le discours public. Donc, ce n'est pas nouveau. Il y avait Blue Light, un programme de police chaque semaine à la télévision, sous le communisme, qui systématiquement surreprésentait les tziganes comme des criminels à la télévision nationale communiste hongroise, semaine après semaine. Et l'un des éléments qui fait le succès du Jobbik, c'est que c'est une extrême droite construite sur l'héritage stalinien. Donc le parti Jobbik a reconstruit un mécanisme bien connu, qui est celui de l'Allemagne hitlérienne et celui des communistes. Les Roms ne constituent pas un peuple à part entière, ils ne constituent même pas une minorité, ils constituent un ramassis de vagabonds errants. Le Jobbik, depuis 2006, a une très grande influence sur les gouvernements hongrois, y compris les socialistes. L'un des exemples est l'introduction du travail d'intérêt général. On a une forme un peu plus modérée que la proposition du Jobbik, car eux, c'est des camps de travail qu'ils voulaient pour les Roms. Ahhoz, hogy Magyarországon 5 millió, majd később 5,5 millió dolgozó és adót fizető ember lehessen, következésképpen 5,5 millió önmagát és családját eltartani képes magyar állampolgár legyen, ahhoz az szükséges, hogy a romák is dolgozzanak. 360 fővel, akiknek a feladatuk az lesz, hogy még az idén, tehát még az idén 30 000 roma munkanélkülit vonjanak be a munkaerő világába. Le but du travail d'intérêt général est sans ambiguïté. Remettre les allocataires de prestations sociales au travail. Et dans le viseur, les Roms. En Hongrie comme ailleurs, les statistiques sont litigieuses, puisqu'officiellement 250 000 Hongrois se déclarent Roms, alors qu'ils seraient officieusement 3 fois plus. On estime que le nombre de Roms sans emploi est 4 fois supérieur à la moyenne nationale, pour atteindre 85% dans certaines régions. À Ózd, comme dans les autres villes de Hongrie, c'est la municipalité qui met en œuvre le travail d'intérêt général. Dans cette autre ville au passé sidérurgique, c'est le Jobbik qui a remporté les dernières élections municipales. Le maire, David Janicek, est aujourd'hui vice-président du Jobbik.
Je connais beaucoup de tziganes. Ici, on ne les appelle pas roms. Quand je travaillais dans le village voisin, je me rappelle d'un homme qui habitait à côté du chemin qui menait à mon travail. Chaque jour, il était dehors, appuyé sur sa grille, et souriait. Donc il ne faisait rien, mais il se sentait bien. Je ne les juge pas, c'est important. Ils ont un mode de vie où ils aiment vivre librement, une espèce de vie nomade. Ils n'ont pas besoin de vivre à l'abri, dans un appartement bien équipé et confortable. C'est une sphère culturelle très différente, dont la majorité n'est pas capable et ne veut pas s'intégrer à la société hongroise. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand on force cette intégration et qu'on dépense des milliards d'euros pour ça. C'est l'État qui fixe le salaire des travailleurs d'intérêt général, 70% du salaire minimum. Les municipalités, elles, fixent les règles, sur les lieux de travail, comme chez leurs employés. Ils passent de maison en maison et regardent même sous les lits. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi vérifier s'il y a de la poussière chez moi? S'il n'y a pas de poussière, je peux aller balayer la rue et ramasser les feuilles mortes ou biner la digue? Et s'il y a de la poussière, je ne peux pas aller travailler? Et si je ne peux pas démontrer que j'ai travaillé pendant 3 ou 4 mois, alors on me retire l'aide sociale parce que je n'ai pas travaillé suffisamment de temps. Alors on n'aura plus ça non plus. Du coup, on n'aura plus rien. C'est vraiment une question de vie ou de mort au niveau local. C'est un peu comme au Moyen-Âge, avec un seigneur qui décide qui sera choisi, ce qu'il fera, pendant combien de temps. Et c'est le seigneur qui décide s'ils seront bien ou maltraités. C'est une situation extrêmement précaire. Le système confie la tâche aux municipalités et aux autogouvernances roms locales pour exercer un contrôle sur les Roms. L'instance de ce contrôle, de cette influence, de cette colonisation économique et sociale, c'est le travail d'intérêt général. En ce moment, on emploie 1200 personnes dans le travail d'intérêt général. La majorité des employés sont des Roms. Je dirais qu'ils sont environ 70%. On a de très bons rapports avec l'autogouvernance Rom. On les sollicite pour qu'ils nous envoient des personnes honnêtes qui veulent travailler et qu'on pourra employer. Il faut pouvoir travailler et rester en contact avec les élus municipaux, là où la population rom est importante. Le maire respecte et estime les Roms qui aiment travailler et s'intégrer dans la société. Le chef de l'autogouvernance se doit de dire, donc je le dis, il y a des Roms qui ne veulent pas s'intégrer dans la société majoritaire, qui n'aiment pas et ne veulent pas travailler. Il faudrait parler de responsabilité individuelle et ne pas toujours demander au gouvernement ou aux municipalités ce qu'ils font pour ces gens. Ou encore, vouloir que la majorité subvienne aux besoins de cette population qui non seulement ne produit pas de richesse, mais qui est même plus nuisible qu'utile à la société. Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés néolibérales, c'est-à-dire des sociétés où est posée constamment la question de notre valeur. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les Roms? On nous dit qu'ils ne valent rien.
Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de valeur? Ça veut dire que moi, par comparaison, j'en ai. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les Roms, d'un côté, on nous dit ils ne servent à rien, économiquement, mais d'un autre côté, tout le monde comprend bien qu'ils servent à quelque chose politiquement. On nous dit, attention, vous risquez de finir comme eux, tenez-vous bien, ne vous laissez pas aller, gardez votre place, gardez votre rang. 300 camps illégaux doivent être évacués d'ici 3 mois. Le dossier des Roms, ajouté à celui de l'insécurité, s'annonce déjà au cœur de la campagne des municipales. Arresti, espulsioni, identificazioni. Decine di campi rom sono stati controllati, perquisiti, decine di nomadi immediatamente espulsi. Que ce soit en France, en Italie, en Espagne, en Suède, la liste n'est pas exhaustive. Les migrants roms des pays de l'Est ne sont pas les bienvenus. Quand il s'agit de Roms, tout est permis. L'Italie de Berlusconi n'a pas hésité à les ficher. La France de Sarkozy a multiplié les reconduites à la frontière. Retour sur l'été 2010. La règle générale est claire. Les clandestins doivent être reconduits dans leur pays. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. Il ne s'agit pas de stigmatiser les Roms, en aucun cas. La semaine suivante, une directive du ministère de l'Intérieur demande à tous les préfets de s'engager dans une démarche systématique de démantèlement des camps illicites, en priorité ceux des Roms. C'est ce document qui va mettre le feu entre Paris et Bruxelles. Un État a la possibilité d'expulser un être humain, mais on ne peut jamais prendre un groupe humain parce qu'il est ce groupe humain et l'expulser. J'ai dit publiquement et très clairement, attention à toute l'Europe et à la France, il y a ces principes et il faut en tenir compte dans vos politiques nationales. C'est comme si je n'avais rien dit du tout. Et le 14 septembre, je suis sortie avec une mise en garde pas très diplomatique. I personally have been appalled by a situation which gave the impression that the people are being removed from a member state of the European Union just because they belong to an ethnic minority. This is a situation I had thought Europe would not have to witness again after the Second World War. La totalité des chefs d'État et de gouvernement ont été choqués par les propos outranciers tenus par la vice-présidente de la Commission. Je dois d'ailleurs dire, pour être parfaitement honnête, que le président Barroso s'est totalement désolidarisé de la violence du propos, assimilant la politique de la France à ce qui avait été mis en œuvre de sinistre mémoire pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai vraiment dû tenir parce que Sarkozy essayait de m'éliminer en tant que femme politique, tout simplement. Hein. Au lieu de dire « mais on va résoudre le problème », il a dit « on va éliminer Reding ». Nous allons donc continuer à démanteler les camps illégaux sans aucune distinction d'origine ou de culture. Beaucoup de bruit pour rien. La circulaire est modifiée et les évacuations se poursuivent. L'altercation Sarkozy-Reding aura monopolisé l'attention d'un Conseil européen, alors qu'en France, rappelons-le, il n'y a pas plus de 15 à 20 000 migrants roms. Comment est-on arrivé à constituer les Roms en un problème massif comme s'ils étaient des millions ? Il y a, en quelque sorte, un usage des Roms comme bouc émissaire. Mais ça veut dire quoi, bouc émissaire? Ça veut dire que quand on parle des Roms, on ne parle pas d'autre chose. Donc ça sert à distraire d'autres enjeux. Au cours de l'été 2010, la sécurité intérieure est modifiée et le journal Le Monde révèle les écoutes liées à l'affaire Bettencourt.
En 2012, un gouvernement socialiste succède à Nicolas Sarkozy. Manuel Valls est alors ministre de l'Intérieur. Ces familles ont vocation à retourner en Roumanie ou en Bulgarie. Nous ne sommes pas là pour accueillir ces populations. Je crois qu'il faut dire les choses. Vous dites très clairement les choses ce et matin. très tranquillement. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser, mais il s'agit de regarder la réalité en face. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Des discours éclatés s'agglutinent les uns aux autres, font consensus. Dire que les Roms, en tant que tels, ont vocation à, quelle que soit cette vocation, évidemment, c'est entrer dans une logique raciale qu'on entendrait immédiatement s'il s'agissait, par exemple, de dire « les Juifs ont vocation à ». Donc pourquoi va-t-on racialiser de la sorte ces populations? Eh bien, parce que on ne peut pas les traiter comme on traite les Africains, c'est-à-dire on ne peut pas simplement les mettre dans des avions et les chasser. Ils ont des droits en tant qu'Européens. La conséquence, c'est que si on veut les faire partir, il faut leur rendre la vie invivable, pour qu'ils finissent par partir d'eux-mêmes. En 2015, la Ligue des droits de l'homme dénonce une situation indigne, inhumaine et dégradante en France. 11 128 Roms sont évacués de leur lieu de vie. Si vous avez plus de 11 000 expulsions, alors que vous avez entre 15 et 20 000 Roms concernés, ça signifie que plus de la moitié des Roms a déjà fait l'objet d'une expulsion. Les expulsions anéantissent toute possibilité pour un enfant d'avoir une éducation normale, parce que tout d'un coup, la famille doit partir ailleurs. Ça détruit tous les liens que les gens ont tissés localement. Très souvent, ils perdent le peu de biens qu'ils possèdent et ils doivent tout recommencer. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été expulsées maintes et maintes fois. C'est traumatisant. Et ça ne résout absolument rien. Ça ne fait qu'empirer la situation. Cette stratégie d'incitation à l'auto-expulsion ne fonctionne absolument pas. Ces migrants restent en France. Leur nombre est stable depuis de nombreuses années. En revanche, lorsqu'ils s'installent dans un nouveau lieu, sur un nouveau terrain, ça ne fait que renforcer l'idée que de nouveaux migrants arrivent. On peut faire tout ce qu'on veut. Workshops, ateliers, conférences, plus d'argent, salaires, réunions. Mais le gouvernement dit que tous les Roms qui viennent de Roumanie doivent être sortis du pays, illégalement. Que peut-on faire contre le gouvernement, alors que non seulement le gouvernement, mais aussi l'administration, les institutions, tous, gauche et droite, se sont mis d'accord. Les Roms sont un problème. Il y a une progression de l'idée que les Roms ne peuvent pas s'intégrer. Et comment savons-nous qu'ils ne peuvent pas s'intégrer? Eh bien, parce qu'on nous le dit. Et aussi parce que nous le voyons. Mais comment le voyons-nous? Eh bien, parce que précisément, on les empêche de s'installer. Les autorités dénoncent très exactement depuis 15 ans ce qu'elles produisent elles-mêmes et ne cessent de pérenniser. C'est quelque chose qui est quand même assez frappant et assez facile à montrer et à démontrer. Et on ne peut pas s'intéresser seulement aux effets, il faut s'intéresser aux causes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des enfants qui ne sont pas inscrits à l'école? Qu'est-ce qui fait que des Roms ne vont pas travailler? Qu'est-ce qui fait que des Roms vont être en train de mendier dans la rue? Qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir effectivement une délinquance rom? Mais l'administration, elle, continue son raisonnement. Un camp de Roms est destiné à être détruit. Et elle procède donc de façon systématique, mois après mois, à la politique des évacuations, extrêmement coûteuse, puisque le bilan financier d'une évacuation, c'est 200 000 euros. L'évacuation a eu lieu dans le calme, selon les autorités, pour mettre fin, ont-elles dit, aux nuisances, à des guerres de voisinage. Les évacuations se sont en pleine polémique au sein du gouvernement après les propos tenus. Die Demokratien in Europa. Les démocraties en Europe ne sont pas seulement menacées par l'extrême droite, qui rejette publiquement la démocratie. Les démocraties sont menacées par les populistes.
qui, pour soigner leur carrière, ignorent leurs responsabilités et recommencent à désigner les minorités comme bouc émissaire. À Berlin, rien qu'à Berlin, vivent entre 15 et 20 000 migrants roms, soit autant que sur l'ensemble du territoire français. Et aujourd'hui, pas de bidonville, pas de tente. Jusqu'en 2011, date à laquelle la ville lance son plan d'intégration, la situation était à peu près la même qu'en France. De plus en plus de Roms sont venus s'installer à Berlin. Ils vivaient dans la rue et c'était un facteur de perturbation. Ils campaient dans les parcs et beaucoup de Berlinois se sont demandé ce qu'il se passait. Ils faisaient la manche. Ça modifiait l'image de la rue. Tout le monde s'est énervé. Ça faisait la une des médias. Au début, pendant les 6 ou 7 premiers mois, nous n'avons eu aucun soutien de l'État. Parce que nous n'avions pas d'appartement, je n'avais pas d'emploi. Nous ne pouvions présenter aucun papier. Sans adresse, nous ne pouvions rien faire. Le plus important, c'est d'avoir un logement. Tout être humain a besoin d'un logement, on n'est pas des animaux. Pour vivre dans des cartons, comme en France. Viele Roma-Familien campieren irgendwo in Berlin und Brandenburg. Sie haben keinen anderen Ort, sagt der Landesverband des Sinti und Roma. Ce qui a été d'une aide précieuse ici en Allemagne, c'est la fantastique mobilisation de la société civile. Avec un conseil des Sinti et Roms audible, une société civile active, Berlin se penche sur le problème rom. Il s'agit aussi de lutter contre l'antitsiganisme qui, par ricochet, touche les Sinti allemands établis dans le pays depuis des siècles. C'est pour ça qu'on a ressenti ici, à Berlin, une urgence à les intégrer dans notre système social, à les informer qu'il existe un système d'éducation, de formation, d'accès au travail. Nous avons essayé d'atteindre les gens dans la rue. Nous avons créé des équipes mobiles de consultation qui parlaient le bulgare et le roumain pour pouvoir communiquer avec eux. Et avec l'école, nous sommes rentrés dans le vif du sujet. À travers l'école, nous avons pu connaître leurs conditions de vie, des locations frauduleuses, ainsi que leur situation sur le marché du travail. Ils travaillaient en tant qu'indépendants sur des chantiers. Alors, pas à pas, on a décidé de les aider. Donc on a vraiment cherché l'origine du problème. Et on ne s'est pas réfugié derrière une excuse toute faite. David et Diana, c'est un peu la famille modèle. Tous les migrants, roms ou non roms, de Bulgarie ou de Roumanie, ne vivent pas dans les mêmes conditions. Néanmoins, le contraste avec la France est saisissant. Et on est bien obligé d'accepter l'évidence. L'intégration est un choix politique. Si on crée des conditions favorables, eh bien, les Roms, ils sont comme les autres. Ils préfèrent travailler plutôt que d'être pauvres. Ils préfèrent que leurs enfants aillent à l'école plutôt qu'ils soient exclus de la société. Donc, à partir du moment où ça marche, eh bien, ça remet en cause toute cette représentation qui nous a été imposée par les politiques, selon laquelle, eh bien, les Roms, ils n'ont pas vocation. Pourtant, au Parlement européen, la démonstration allemande ne convainc pas les tenants du discours anti-Rom. Tous ces efforts ont en grande partie échoué. En France, par exemple, le programme Andatu, dans le département du Rhône, est présenté comme un succès. Il a pourtant coûté 2 600 000 € sur 3 ans et n'a servi aux Roms qu'à obtenir des titres de séjour et à toucher le revenu de solidarité active, sans parvenir à les insérer dans le marché du travail ni dans la société française. Monsieur Le Breton n'a pas peur de mentir. Au moment de cette intervention, Andatu concernait 394 personnes, dont 175 adultes. Coût du projet, 10 € par jour et par personne.
cours de français, formation professionnelle, scolarisation des enfants. Sur ces 95 familles, 5 ont été exclues du programme. Les 90 autres vivent aujourd'hui dans des appartements répartis dans tout le département. 45 personnes ont un emploi. Ci sono i rom e gli zingari che rubano dappertutto. Certo, non tutti sono uguali, ci mancherebbe altro, però una gran parte di loro sono portati a ruberie, sono portati a usare i bambini per andare a rubare. Fanculo di tutti quelli che pensano che non esista il problema. Il problema esiste e non facciamo gli ipocriti. Bisogna intervenire, il passato è passato, ognuno ha i suoi diritti e i suoi doveri. Au sujet des Roms, les gens se permettent des choses qu'ils ne feraient jamais avec d'autres. Ce n'est pas admissible. Mais le langage a changé. Le langage est très influencé par les vents de l'extrême droite qui soufflent partout. C'est violent. C'est violent. 70 ans après l'Holocauste, des nazis prennent les institutions et l'Union européenne dit « Respectez son tour de parole, il a le droit de parler ». Pays après pays, ils arrivent dans les parlements nationaux. Du coup, ils participent aux décisions. C'est une époque dangereuse. Il faut qu'on se réveille. La société civile doit se réveiller. La capacité d'autodestruction des sociétés européennes est incommensurable. Et elle a toujours cette tentation de s'autodétruire en ayant un bouc émissaire imaginaire, le juif dans l'entre-deux-guerres, le Rome à l'heure actuelle. Et cette tentation est autodestructrice parce qu'elle crée des clivages racistes à l'intérieur des sociétés européennes. Les Roms ne sont qu'un des symptômes de la partie visible d'une Europe qui se fissure. Ce n'est pas une question Rome. Il faut se demander comment créer une société qui réponde au mieux aux besoins de tous. Le fait que je sois Rome et que je me batte depuis 25 ans, c'est juste une coïncidence. Pour moi, l'important est de savoir quelle société nous allons laisser derrière nous.